Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Augustin Sidi Diallo ne sera pas dans la course à la tête de la présidence de la FIF, annonce faite hier soir dans un communiqué officiel. Les raisons de son départ, mais aussi les vives réactions dans le milieu sportif, c'est à suivre dans ce journal. En cas d'alerte, la Côte d'Ivoire se tient prête. Un plan de préparation et de riposte a été mis en place à l'épidémie de coronavirus qui continue de faire des milliers de morts en Chine. Et puis au Burkina Faso, 4000 personnes sont déplacées chaque jour depuis le début de l'année en raison de violences djihadistes. C'est ce qu'annonce ce jour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des mois de suspense et un renoncement, Sidi Diallo ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il a renoncé officiellement hier soir dans un communiqué évoquant des raisons personnelles. Salih Elekwe est allé rencontrer des journalistes sportifs. Il s'exprime sur son départ. Reportage. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de l'organisation. L'annonce a été faite dans un communiqué diffusé jeudi soir. Le président Augustin Sidi Diallo a informé officiellement le comité exécutif de sa décision de ne pas briguer un troisième mandat pour des raisons personnelles. Un communiqué qui fait suite à une réunion du comité exécutif de la fédération tenue le jeudi 13 février 2020. Des journalistes sportifs jugent son bilan qu'ils trouvent satisfaisant. Quand il arrivait en septembre 2011 à la tête de la fédération, il était venu avec un projet majeur en 11 points. Et je suis de ceux qui pensent que malgré les problèmes qu'il a connus en cours de mandat, sur les 2 mandats, il a tenu les promesses. Le seul gros problème de Sidi Diallo a été le rapport, les relations humaines. Il faut savoir partir. Il a fait 8 ans à la tête de la fédération. Il a presque tout gagné. Le bilan de Sidi est positif parce qu'il faut dire que Sidi est l'un des rares présidents de la fédération qui, à chaque année, nous avons une médaille dans toutes les compétitions, soit en or, en bronze ou en argent. Et ça, il faut les féliciter. Pour ce sportif, une nouvelle personne à la tête de la FIF apporterait un vent de fraîcheur et une nouvelle dynamique à la fédération. On veut une nouvelle tête à la fédération pour que le football ivoirien soit vu dans le monde entier. Par ailleurs, la FIF s'est séparée du sélectionneur national Ibrahima Kamara. Sidi Diallo devra s'adresser aux clubs et groupements d'intérêt lors d'une rencontre d'échange le 29 février prochain. Des candidatures sont annoncées pour lui succéder. Parmi elles, celle du président du COE Sport de San Pedro, Eugène Diomandé, et de l'ex-international de football, Didier Drogba. Pour faire face à l'épidémie de coronavirus et l'empêcher de franchir nos frontières, la Côte d'Ivoire a mis en place un plan de protection. Il a été dévoilé ce vendredi à l'Institut national d'hygiène publique. C'était à l'occasion d'un atelier de formation des hommes de médias. Reportage de Thiemé Danger et Herbouna Zeba. Pas de cas avérés d'infection du coronavirus de fin décembre 2019 à ce jour. Mais les autorités sanitaires en Côte d'Ivoire prennent très au sérieux la menace qui pèse sur le pays en raison des importants échanges avec la Chine et les autres États touchés par la maladie du Covid-19. Aussi, un plan national de préparation et de riposte a-t-il été mis en place ce vendredi à l'INHP de Trècheville lors d'une formation des animateurs et journalistes. Ce dispositif de veille a été dévoilé. Depuis que l'alerte nous a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé, nous avons élaboré un plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire face à cette menace-là. Ce plan s'articule surtout autour de la surveillance, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. Toutes les personnes en provenance de la Chine qui rentrent chez nous font l'objet d'un suivi médical. Et nous avons des équipes dédiées à cela. Nous avons mis en place un SAMU coronavirus qui a pour mission de prendre tous les cas suspects et les envoyer à l'hôpital. Et puis nous mettons l'accent surtout sur la surveillance épidémiologique. Le suivi des contacts. C'est des mesures assez efficaces qui ont fait leur preuve par le passé et nous essayons de les mettre en œuvre actuellement. L'organisation de riposte nationale comprend plusieurs piliers de mesures pour contrer cette épidémie. Leur observation stricte s'impose pour y arriver.
Il ne devrait pas y avoir de grincement de dents. Il s'agit de mesures de santé publique qui sont universellement admises. Il s'agit d'informer les passagers sur le risque qu'ils courent eux-mêmes. Donc ils ont pour... je veux dire il est nécessaire que ces passagers adhèrent à ces mesures-là. 5 autres panélistes ont fait des exposés en lien avec les stratégies de lutte contre le coronavirus. Urgence de santé publique, le Covid-19 a fait 2000 morts sur 75 000 malades, dont plus de 90% des cas sont enregistrés en Chine. Suspectée d'infection, une étudiante ivoirienne de retour de ce pays avait été dépistée négative. Les membres de la Cour de justice de la CEDEAO ont tenu une conférence de presse ce vendredi matin. À l'ordre du jour, le bilan de la vaste campagne de sensibilisation sur l'existence de cette Cour et aussi sur les possibilités qu'elle offre aux Ivoiriens pour faire respecter leurs droits. Yéli Traoré et Mathurin Badet. La délégation de la Haute Cour de justice de la CEDEAO a animé ce vendredi dans les locaux de la Cour suprême une conférence de presse. Cette rencontre avec la presse avait pour but d'informer sur les résultats de la campagne de proximité que la Cour a entrepris dans les pays membres de la communauté. Nous avons pu rencontrer les hommes politiques, les décideurs, nous avons rencontré les ministres, nous avons rencontré les hauts magistrats de la Cour suprême, des cours d'appel et des tribunaux. À toutes ces personnes, nous nous sommes adressés, nous avons échangé et en tout cas, vu la consistance des équipes que nous avons reçues, nous sommes convaincus que le message sera relayé à une longue échelle et que notre campagne a beaucoup porté ses fruits. Le vice-président de la Cour explique la relation entre la Cour de justice communautaire et les juridictions des États membres. Le protocole a prévu que les décisions de la Cour sont contraignantes et s'imposent aux États et qu'elles sont exécutoires, que les États sont tenus de les exécuter. Voilà ce qu'on dit d'un côté. Mais on dit, en ce qui concerne l'exécution effective, les décisions s'exécutent selon les procédures d'exécution dans chaque État. Mais ça ne doit pas être un empêchement pour exécuter. La Cour de justice de la CEDEAO a été créée en 1993 en tant que principal organe judiciaire de la communauté, avec pour mandat d'assurer le respect de la loi et des principes d'équité dans l'espace communautaire. 1373, c'est le nombre de voyageurs sans papier qui sont morts dans la Méditerranée entre janvier 2019 et 2020. Ils sont morts en tentant de rejoindre l'Italie sur des embarcations de fortune. Préoccupée par ce chiffre alarmant, l'Organisation internationale pour les migrations veut davantage impliquer les journalistes africains dans la sensibilisation. Ils ont participé il y a quelques jours à un atelier en Italie. Un reportage de Thierry Mélanger. Pas d'évasion de l'Italie par les migrants. C'est l'avis du porte-parole du Bureau de coordination pour la Méditerranée de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations en Italie. Il a énoncé le lundi 17 février, à l'ouverture du séminaire de réseautage et d'échange sur la migration et des médias. Il alertait sur le danger de cette problématique, appelant les journalistes à aider à ouvrir les yeux sur le véritable état des lieux et les violations des droits humains liées au phénomène migratoire. La perception des Italiens, c'est qu'en Italie, les 30% de la population est constituée par des immigrants, les 30%. La réalité est que les immigrés sont les 7%, pas les 30%. Il y a donc une différence entre la perception et la réalité de 23% de différence. Donc les migrants sont 7%, pour les Italiens sont 30%. Ça, c'est une énorme distinction entre réalité et perception. Les chiffres sont en deçà de ceux relayés sur fond politique. Mais la situation n'est pas pour autant reluisante. Sur 14 876 migrants qui ont affronté la Méditerranée pour se rendre en Italie de janvier 2019 au 24 janvier 2020, 1310 ont trouvé la mort lors de la traversée sur des embarcations de fortune. La statistique nous montre que le pourcentage des personnes qui meurent dans la mer en 2019 était supérieur. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu une victime chaque 28 personnes qui sont parties. En 2018, il y a une victime chaque 32 départs. Et en 2017, une victime chaque 51 départs. Donc partir maintenant est beaucoup plus dangereux qu'il y a 2 ans. Journaliste et formatrice, Anna Posi, elle, mise sur une implication véritable des confrères africains
pour éviter des images qui dégradent la dignité humaine. Les journalistes ont un rôle absolument fondamental pour sensibiliser les gens et pour que chacun puisse être conscient de ce qui se passe dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays du monde. Les réseaux des trafiquants et des criminels sont des réseaux internationaux. Et les réseaux, si des journalistes doivent être forcément des réseaux internationaux parce que, en échangeant des informations, en échangeant des bonnes pratiques, on puisse mieux informer le public. Ce séminaire de haut niveau a réuni des journalistes italiens et 12 de leurs confrères de 4 pays africains. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Sénégal et du Nigeria. La Côte d'Ivoire se taille la grosse part du lion avec 4 représentants dont le journaliste de la nouvelle chaîne ivoirienne Tiemedandje Traoré. Son reportage sur la migration irrégulière à Agadez, localité nigérienne à la lisière de l'Algérie et de la Libye, lui avait permis d'être sacré meilleur journaliste ivoirien en 2018. Et cette affaire sordide où Lesotho, le Premier ministre inculpé pour meurtre ce vendredi, est parti en Afrique du Sud. Thomas Tabane est accusé avec son actuelle épouse de l'assassinat de sa première femme en 2017. L'enquête sur sa mort avait piétiné pendant 2 ans jusqu'à ce coup de théâtre. Yéli Traoré. Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton politico-judiciaire concernant le Premier ministre du Lesotho et sa femme. Sous le coup d'une inculpation pour meurtre de sa précédente épouse, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, a confirmé sa prochaine démission ce vendredi. Il est aussitôt parti pour l'Afrique du Sud voisine, officiellement pour raisons médicales. Aujourd'hui, je souhaite réitérer mon annonce de départ à la retraite. J'ai peut-être encore le zèle et la ferveur nécessaires pour continuer à servir mon peuple et mon pays, mais la vérité est qu'à mon âge, j'ai perdu la plupart de mon énergie. Je ne suis plus aussi énergique qu'il y a quelques années. Ce nouveau rebondissement intervient après l'annonce par la police de l'inculpation aujourd'hui, vendredi, du Premier ministre dans le cadre de l'affaire du meurtre de sa précédente épouse. Dès qu'il aura été établi qu'il se trouve effectivement en Afrique du Sud pour des examens médicaux, comme on le prétend, nous attendrons qu'il se sente bien et des dispositions seront prises pour qu'il comparaisse devant le tribunal et soit inculpé. Le 14 juin 2017, Lipolelo Tabane, âgée de 58 ans, était assassinée alors qu'elle rentrait chez elle en voiture dans la capitale, Maseru. Ce crime était intervenu 2 jours seulement avant la prestation de serment de Thomas Tabane au poste de Premier ministre. Le couple était alors en instance de divorce. Au Burkina Faso, les récentes attaques djihadistes contre les civils et les autorités locales ont forcé plus de 4000 personnes par jour à fuir leur domicile en quête de sécurité. Depuis le début de l'année, à ce jour, 765 000 personnes ont été déplacées, dont plus de 700 000 au cours des 12 derniers mois. Pour vous rendre compte, c'est environ 2 fois le nombre total d'habitants de la commune entière de Cocody. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés alerte ce vendredi. On l'écoute. Les personnes qui fuient la violence font état d'attaques de groupes militants sur leur village, des meurtres, des viols et des pillages. Terrifiés par ces attaques, les habitants ont tout laissé derrière eux pour trouver la sécurité. Il y a une situation critique dans la région du Sahel qui doit être traitée de toute urgence. Il s'agit d'une crise mal connue et mal comprise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.